Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler de liberté, d'équilibre et d'entrepreneuriat. Pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Amina Kanji, une maman qui a été à la fois salariée et entrepreneur dans sa jeunesse, puis qui a quitté le monde du salariat pour devenir 100% entrepreneur lorsqu'elle est devenue maman. Est-ce un rêve devenu réalité ou un défi de tous les jours? Comment trouver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle avec cette liberté tant recherchée? Pour en discuter, je reçois donc aujourd'hui Amina qui va nous raconter son parcours, ses défis, ses choix, mais également sa vision de la liberté retrouvée grâce à l'entrepreneuriat. Bonjour Amina, je suis ravie de te retrouver dans cet épisode. Bonjour Nathalie, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là. Avec plaisir, je suis également très heureuse de te recevoir. Alors justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Avec plaisir. Je suis un petit bout de femme, comme diraient mes proches. J'ai 49 ans. Tout le monde m'en donne 10 de moins. Comme ça, c'est vous me croisez dans la rue, vous dites voilà, c'est elle. Issue d'une triple culture franco-indo-malgache qui m'offre une ouverture sur le monde. J'ai grandi dans un environnement familial élargi d'entrepreneurs, dans le commerce, la restauration, l'hôtellerie, avec un sens du service très aigu. On va justement y revenir. Je pense que ça t'aura sûrement orienté dans tes choix de la Amina plus jeune. Surprise. Depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Je suis maman de mon ventre depuis 17 ans et belle-maman depuis 20 ans. Donc j'ai 2 beaux-fils qui sont très grands aujourd'hui. Ils font leur vie. Oui, qui font leur vie. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? En 2016, hein, c'est fou, hein? Ça fait Ça déjà commence longtemps. à passer. Ouais, ouais. En 2016, par l'entremise de notre réseau professionnel auxerrois commun, donc dans Lyon. Exactement. Et on peut faire un coucou plus particulier à Amandine. Elle se reconnaîtra si elle nous écoute. Coucou Amandine. Si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Oh là là, si je permets la réponse ne sera pas très longue, mais quand même j'ai besoin de développer Nathalie. Enfant, je rêvais de devenir avocate et de défendre les droits des enfants. Donc, en 93, quand j'ai commencé mes études de droit, figure-toi que je voulais me spécialiser dans le droit humanitaire et que ça n'existait pas. Quand je me suis renseignée en 93, le droit humanitaire, la SPE n'existait pas. C'est fou, hein? Ah oui, c'est fou, effectivement. Vous faites votre droit et ensuite vous travaillez dans une ONG. Et là, j'ai quand même poursuivi mon chemin. Et en fait, pour répondre à ta question, la figure
connue, à grand impact, qui m'inspire beaucoup, c'est Gisèle Halimi. Elle est née à Tunis en 1927. Elle était une défenseuse passionnée de la cause des femmes. Elle s'est battue pour la libéralisation de l'avortement et la criminalisation du viol. Est-ce que tu savais, Nathalie, qu'à 16 ans, cette femme avait refusé un mariage arrangé, donc vraiment très très moderne déjà pour l'époque. Elle a obtenu de pouvoir faire ses études de droit en France pour revenir à Tunis et s'inscrire au barreau en 1949. Waouh! Effectivement, comme beaucoup de personnes qui sont passées dans ce podcast et qui ont fait des études de droit ou qui sont avocats, Gisèle Halimi est une image qui ressort régulièrement des personnes qui ont D'accord. été dans cette voie liée au droit direct ou indirect. Oui, oui, évidemment. Donc, voilà, j'ai pas fait une réponse originale, mais c'est un ancrage pour nous. Ben, c'est clair, et puis surtout, s'être battu pour l'avortement et puis Mhm. la reconnaissance du viol comme un crime, Absolument. effectivement, c'est quand même un énorme pas, ne serait-ce que pour nous, au niveau de notre cause féminine, pour Oui, arrêter aussi de subir. Donc, une très très belle personne. complètement. Et puis ça permet aussi, voilà, de la faire connaître au plus grand nombre. Exactement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a poussé à quitter le salariat pour l'entrepreneuriat? Et puis finalement, qu'est-ce que le salariat ne t'apportait pas et que tu retrouves aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Dès mon jeune âge, je me sentais entrepreneur dans l'âme, effectivement. Comme j'ai expliqué, j'ai baigné dans un environnement familial vraiment d'entrepreneur. En plus de l'entrepreneuriat, j'étais assoiffée d'indépendance. C'est pas l'adulte qui parle, c'est vraiment l'enfant. J'ai des souvenirs très nets de mon enfance, en fait. Je voulais être super autonome, ne dépendre de personne. Après mon bac, j'étais déjà une slasheuse. C'est un terme qui est à la mode, mais j'ai pas envie de l'anoblir parce que le slasher, initialement, c'est l'Américain moyen qui, juste après ses études, après avoir emprunté énormément d'argent à la banque, en fait, pouvait, par exemple, ouvrir un coffee shop le matin, aller au travail dans la journée et le soir refermer le coffee shop. Mm. Et aujourd'hui, en France, en Europe, on l'utilise avec, enfin, ce terme slasher est utilisé avec une noblesse. Moi, je l'utilise vraiment juste dans sa définition de j'exerce tel métier, slash tel autre métier, slash telle autre activité. Voilà, j'ai besoin de rendre, en fait, ces lettres de noblesse seulement. Et après mon bac, je dirais que j'étais slasher, c'est-à-dire que j'exerçais vraiment plusieurs activités. Je travaillais dans une discothèque la nuit, j'étais fille au père, j'étais étudiante, et puis de temps en temps, je rendais service à une mamie, je faisais ses courses, etc. Voilà. Donc j'avais déjà cette notion d'indépendance, de ne compter que sur moi-même pour pouvoir avancer dans la vie. Après le droit, j'ai étudié dans le domaine du luxe en alternance. Donc il y avait déjà, hop, deux choses, les Mm. études et le travail. J'étais salariée à temps plein, entre guillemets. Ensuite, entre 99 et 2004, tout en ayant des parts dans un hôtel dans lequel j'ai été associée, j'ai travaillé chez Cartier et Emmanuel Ungaro et enfin, toujours en salarié, chez Visteon, un équipementier automobile. Et cette période de salariat entre 99 et 2004, elle était vraiment riche d'expériences humaines. Ça a aiguisé mes talents, mais j'étais pas libre de mes décisions parce Mm. que il fallait être corporate, il fallait ceci, voilà, le il fallait. Ouais, il C'était fallait pas rentrer dans libre. la case. Exactement. Donc, je m'éclatais, vraiment. Peut-être que si des anciens collègues m'écoutent, ils se souviennent que je m'éclatais. Mais je mettais pas ma créativité pleinement à mon service quelque part, en fait. Je débordais d'idées. Et pour compléter justement cette soif d'autonomie et de réalisation, j'étais active par ailleurs dans deux associations. J'étais très, très, très active. Et j'étais active aussi par ailleurs pour toujours plein d'idées, à créer plein de choses avec les copains, etc. Et quand on est salarié, en fait, on fréquente des salariés. Et j'avais besoin de m'entourer de personnes avec une création de valeur, de personnes inspirantes. Et en 2004, l'année où j'ai rencontré mon compagnon, nos âmes d'entrepreneurs ont vraiment signé le début de nouvelles aventures innovantes. Waouh! Donc effectivement, 2004, ça a été l'année charnière où tu es Ouais, passé, on va dire, de l'entrepreneuriat salariat à l'entrepreneuriat pur pour pouvoir justement avoir cette liberté et cette créativité qui te manquait dans le salariat. absolument, tout à fait, Nathalie. Depuis que tu es à ton compte, maintenant ça fait une vingtaine d'années, comment ton quotidien a-t-il changé? Je n'ai qu'un seul agenda, papier. Je fais partie de la meute éléphant. Voilà, je n'ai qu'un seul agenda, un organiseur dans lequel je note mes rendez-vous pro et perso. Tout y est consigné. Depuis maintenant une vingtaine d'années, effectivement, nous sommes un couple d'entrepreneurs égaux dans les charges pro
pro et perso. Et avoir un bébé dans ces conditions était un bonheur puisque nous étions libres de nos mouvements, de nos pensées, de nos actions. Et aujourd'hui, être à mon compte, c'est avoir la liberté de dédier, par exemple, 3 journées consécutives, peut-être très chargées, et 3 journées consécutives que je dédie au projet pro exclusivement. Et puis j'enchaîne la 4e journée exclusivement à du perso, repos, famille, rendez-vous de santé, sans culpabilité. Voilà. Disons que par rapport à la question que tu me poses, l'idée, c'est de gérer les choses sans aucune culpabilité, puisque je ne rendais compte qu'à moi-même, l'essentiel étant que mes objectifs soient atteints. Et être à mon compte, ça m'a permis de faire évoluer mon état d'esprit également, mon mindset. J'essaie de ne pas utiliser les mots en anglais, bien entendu, mais l'état d'esprit dans lequel je grandis grâce à cette indépendance entrepreneuriale, ça me permet justement d'honorer mes valeurs et mes besoins, et c'est ce que je transmets à mes clients et aussi à mon entourage. Je comprends tout à fait. Et puis, je te rejoins sur le fait de pouvoir organiser tes journées. Finalement, quand tu es indépendant, comme tu l'es toi ou comme je le suis moi, on a effectivement des contraintes, mais c'est des contraintes qu'on a choisies. Comme tu disais, si je veux travailler 3 jours à 300% pour avoir une 4e journée où je ne fais que me reposer et puis faire des choses personnelles, finalement, ce sont peut-être des contraintes, mais j'ai choisi de travailler ces 3 jours pour pouvoir profiter de ma 4e journée, ce qui n'est pas du tout possible en fait dans le salariat. Ou alors il faut poser une journée, mais on n'a pas des journées à revendre non plus, donc on va Oui, être très très vite limité. tout à fait. Alors, beaucoup de mamans aimeraient justement cette liberté qu'offre l'entrepreneuriat, mais sont paralysées par des potentiels obstacles. Quels ont été pour toi les plus grands défis lorsque tu t'es lancée et maintenant que ça fait de nombreuses années que tu as pris ce chemin? Oui, je ne vais pas te donner une liste de défis, mais plutôt toujours un état d'esprit, si tu le permets. C'est normal d'avoir peur de franchir le pas. C'est vraiment normal, évidemment. Et ça serait presque insensé de ne pas avoir de peur et de foncer tête baissée, de ne pas réaliser toutes les responsabilités que nous avons en tant qu'entrepreneurs. J'ai vécu, évidemment, plus d'échecs que de réussites. Je me suis plus souvent pris des râteaux que des portes ouvertes. Enfin, normal. Mais les pires moments, en fait, des situations d'échec que j'avais vécues, c'était les échecs financiers, selon moi, en tout cas, dans ma compréhension des choses et dans mon vécu. Ces instants où je m'inscrivais à la CAF pour percevoir le RSA. Mais avec le recul, Nathalie, je réalise que c'est le regard des autres que je craignais le plus. Parce que, au final, l'idée, ce n'est pas de profiter du système, mais à un instant T. On peut s'inscrire au chômage pour quelques mois, le temps de rebondir. On peut aussi s'inscrire à la CAF pour percevoir quelques aides pour rebondir. L'idée, c'est de toujours rester droit, de toujours avoir son fil conducteur et de suivre ce chemin. J'ai évidemment beaucoup d'écueils, je pourrais faire la liste de plein d'obstacles que j'ai vécus, mais surtout le truc, c'est de se dire, on peut demander de l'aide. On n'est pas tout seul. On peut toujours demander une aide, une avance sur trésorerie, voilà, un copain qui peut nous aider à dessiner un logo, etc. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je me situe et que j'ai envie de partager. Oui, je comprends tout à fait. Effectivement, c'est vrai que souvent le regard des autres va nous perturber parce que forcément, dans l'état d'esprit général, si on touche le chômage, c'est qu'on est nullissime. Si on touche le RSA, c'est qu'on profite du système. Oui. Mais on peut avoir besoin de ces aides, comme tu le dis, pour rebondir. Et c'est pas parce qu'on touche ces aides qu'on est forcément des profiteurs de la société, mais dans l'état d'esprit des gens, c'est ça malheureusement pour la grande majorité. Complètement. Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'on est des paresseux. Au contraire, un entrepreneur, à la base, n'est pas un paresseux. Exactement, c'est même le contraire. Bon, maintenant que tu as expérimenté ces deux mondes, le salariat et l'entrepreneuriat, sens-tu un alignement plus fort avec qui tu es depuis que tu as choisi ce chemin du 100% entrepreneuriat? Carrément. Pour rien au monde, mais je peux pas dire non jamais, mais je ne reprendrai pas de CDI. Ça serait OK éventuellement de faire de l'intérim, par exemple. Voilà, si tout s'effondrait, si tous mes clients me lâchaient, etc. L'intérim, ça peut aussi dépanner pour assurer des besoins de base. Mon alignement, c'est l'équation suivante. Un réseau solide et authentique. Bien entendu, un réseau que l'on entretient. Bien sûr. Donc, on ne profite pas, on ne peut pas que voilà, profiter des choses. Donc, un réseau solide et authentique, un savoir-faire en croissance. C'est très important cette notion de croissance à travers les formations. Je me forme régulièrement. Chaque année, je me pose un temps pour me former. Et donc, je n'existe quasiment pour personne, ou alors je me forme tous les matins. Et un savoir-être en plus du savoir-faire, un savoir-être juste, cohérent. Et enfin, une congruence entre mes paroles et mes actions. C'est-à-dire que si je suis un entrepreneur
de confiance. Si je souhaite en fait que l'on continue de me recommander, il faut que ce que je dise et ce que je fasse soit aligné. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre que si je suis de manière 100% vraie. Donc Mm. voilà mon équation, Nathalie. Effectivement, 100% d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles qui se posent la question, peut-être de l'entrepreneuriat, mais n'osent pas faire ce premier pas? Ou alors, quels conseils donnerais-tu à la Amina, donc il y a plus de 20 ans, hein, qui était en partie salariée? Oui, comme j'évoquais tout à l'heure la notion de nous ne sommes pas seuls, en fait aujourd'hui, on a de la chance. On a à notre portée ou à portée de clic des institutions telles que des incubateurs, la BGE, qui est un réseau national d'aide à la création d'entreprises, des chambres de commerce, des chambres des métiers et de l'artisanat. Osez les contacter. Il existe également des réseaux d'entrepreneurs locaux, départementaux, régionaux qui organisent des événements pour créer du lien. Osez vous y inscrire et allez-y rencontrer les personnes. Et puis, il existe également des coachs qui accompagnent à la prise de parole en public, à la création d'un pitch personnalisé. Osez leur envoyer un message, vraiment. L'idée, c'est de ne pas rester seul là dans ce que tu conseilles, en tout cas en priorité, c'est de ne pas rester seul. Et c'est vrai que souvent, on a peur de contacter, on a peur de poser des questions, on a peur de se renseigner en se disant, je vais passer pour une imbécile, donc je ne dis rien, je me débrouille par moi-même. Et même si on trouve beaucoup de choses sur Internet, rien de mieux quand même que le relationnel pour pouvoir débloquer des situations qui, en quelques discussions, peuvent être complètement débloquées et nous permettre de progresser. Absolument, tout à fait. On progresse, on gagne en confiance. Et puis, qui sait, la personne peut nous recommander à une personne encore plus solide pour pouvoir, comme tu disais, débloquer quelque chose. Vraiment. Alors, selon toi, qu'est-ce que le concept de liberté retrouvée pour des mamans qui pourraient être des mamans entrepreneurs? Pour être tout à fait honnête, je me sens pas concernée par cette question parce que je n'ai pas suffoqué lorsque j'étais salariée. Comme tu l'as entendu précédemment, en fait, j'étais déjà flasheuse dans l'âme et donc j'exerçais déjà tellement d'activités que mon identité n'était pas définie par le fait que j'étais salariée. Mhm. Aussitôt que j'avais quitté mon bureau, j'avais déjà tout plein d'autres rendez-vous associatifs, de création, plein de choses. Donc, je n'ai pas suffoqué. Donc, je ne ressens pas cette notion de liberté retrouvée parce que justement, l'indépendance et la liberté, ça fait déjà partie de mon ADN. Ma philosophie, ça a toujours été, t'es pas heureux quelque part, t'es pas heureuse là, eh bien, dis les choses. Et si tu les as dites et qu'on ne t'a pas écouté, eh bien, quitte cet endroit, tout simplement. C'est vrai qu'effectivement, moi je dis souvent, on n'est pas un arbre, donc si on n'est pas heureux à l'endroit où nous sommes, rien ne nous empêche, à part notre propre décision, mais rien ne nous empêche d'aller ailleurs et Oui, justement de trouver cette part du bonheur, hein, parce qu'on ne vit qu'une fois, donc autant être heureux tout au long de notre vie. tout à fait. Pour terminer cette interview qui a été passionnante et très riche, est-ce que tu peux nous partager ta plus grande réussite ou un moment particulier justement en lien avec le sujet du jour? Oui, avec plaisir. J'ai rencontré mon compagnon en 2004. En 2007, un projet extraordinaire est né du cerveau de Phileas, mon compagnon. C'était celui de créer une plateforme communautaire. On avait appelé ça comme ça, une plateforme communautaire qui rassemblerait la diaspora indienne, dont je suis issue, autour des voyages, de la musique, de la cuisine. En fait, c'était un site web absolument extraordinaire dans lequel il y aurait une web radio. On avait enregistré des centaines de chansons indiennes, des recettes de cuisine, des prénoms indiens. Enfin, voilà, un truc de dingue qui ne ressemblait pas à Facebook parce que nous ignorions, sincèrement, on ignorait l'existence de Facebook à l'époque. Mais ça faisait quand même un peu concurrence où ça ressemblait à Facebook. Facebook, à l'époque, commençait à naître en Espagne. On l'a appris plus tard. On n'avait pas encore touché la France. Et on a lancé cette plateforme communautaire parce que la notion de réseau social n'existait pas encore. Et notre plateforme a été mise à mal en 2008. Et en fait, je raconte un échec là. Mais je raconte pas l'échec pour l'échec parce que justement, c'était pas un échec. On avait fait quelque chose de franchement sexy à l'époque. Mais on avait une idée innovante. Mais elle n'a pas percé juste parce qu'il y a eu un géant qui a débarqué juste là. On était une fourmi à côté. Et je partage cela parce que c'est une expérience vraiment magnifique qui nous a permis de rebondir et qui nous a donné confiance de nous dire, en fait, on est capable de faire des choses grandes, presque à échelle internationale, puisque là, en fait, la diaspora indienne que nous touchions était à l'international. Vraiment. Et ça nous a permis de rebondir sur tellement d'autres aventures entrepreneuriales qui ont été vraiment inspirantes.
Les gens nous l'ont dit, ce que nous avons vécu au niveau entreprise était inspirant. Ça nous a donné confiance en notre capacité d'adaptation et de résilience. Et selon moi, Nathalie, la réussite, c'est la somme de mes compétences acquises que je parviens à mettre au service de mon entreprise et que mes clients renouvellent mes contrats et me recommandent chaleureusement auprès d'autres clients justement parce que j'ai des compétences et des connaissances en croissance. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de partager par rapport à cette question. Et je rajouterais aussi un savoir-être Oui, professionnel pour justement, parce que les compétences, c'est essentiel, mais le savoir-être est aussi très, très, très important pour justement fidéliser ses clients parce qu'ils savent que finalement, on n'est plus uniquement un prestataire lambda, on est oui, carrément le partenaire de leur réussite. oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Amina, pour ce témoignage complètement inspirant et puis ce parcours Merci. aussi qui nous montre que l'entrepreneuriat peut être une véritable voie de liberté, mais qu'il s'agit quand même d'un choix réfléchi avec ses défis et ses Oui. récompenses. Si vous aussi vous posez des questions sur la possibilité de franchir ce cap, souvenez-vous qu'il existe aucun chemin tout tracé. Chacun peut créer le sien en fonction de ses envies, de ses priorités et de sa propre vision de la liberté. Merci à chacune et à chacun de nous avoir écoutés et d'être toujours plus nombreuses et nombreux auprès de ces épisodes de podcast. Et si ce dernier vous a plu, n'oubliez pas de lui donner de la force en le likant, en le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. En attendant notre prochain épisode de Mum Tips, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.